Bon, salut tout le monde. On est théoriquement en vacances, mais aujourd'hui, je vais faire un peu de kombucha quand même. J'ai un fermenteur comme ça à remplir. On parle de 300 litres et puis c'est un test. Puis on va certainement en offrir à des clients, mais pas à la distribution. Et puis l'idée, c'est d'essayer de faire un kombucha moins sucré, mais sans changer le goût. Ben, un peu. Mais c'est surtout sans mettre moins de sucre, puis sans changer le pH final. Fait que, tu sais, c'est une question d'ajustement, là. La culture, la fermentation, tout ça. Fait qu'on fait le test. Puis aujourd'hui, vu que j'ai seulement 300 litres à faire, j'utilise 2 robots gros, plus ça ici, pour chauffer mon eau à place d'avoir une grosse cuve. Fait que théoriquement, je vais avoir mes 3 infusions chauffées d'un coup. Fait que ça va être très rapide. Fait que là, tout ce qui me reste à attendre, c'est que l'eau chauffe. Et puis j'embarque là-dessus. Mais en attendant, je vais préparer le thé et le sucre. Fait que c'est pas tellement compliqué. Le thé reste pareil. Comme toujours, ici on réutilise du thé vert qui a été infusé à froid dans notre kombucha thé vert. Fait qu'il y a encore une infusion possible à chaud. Puis en plus, ça va aider à faire baisser le pH de la fermentation. Parce que vu qu'il est infusé dans le kombucha puis que c'est du kombucha séché qui est dessus, parce qu'on l'aurait fait sécher, ben c'est clair qu'il y a de l'acidité dans ça beaucoup. Normalement, je mettrais à peu près une grosse poignée pour un fermenteur. Fait que c'est vraiment au pif ça là. Fait que c'est ça que je vais faire. Et puis non, ça c'est pas le truc. En fait, ce qu'on va tester aujourd'hui, ça n'a pas rapport avec le thé, ça va plus rapport avec la culture de kombucha. Fait que pour le thé, il n'y a rien qui change. Là, j'ai mis 5 grammes de ça, je peux en mettre un petit peu plus. Pour un total de 2 kg de thé pour 300 litres. Et là, ben, je manque de thé vert. Le thé vert, on l'achète en poche de 16 kg. Et dans chaque boîte, il y a voilà 16 kg de thé. Check ça, c'est quand même cool. On se fait un mini trou là. On parlait de 2 kg de thé vert. 1.12. 1.79, c'est exactement ce que je veux en thé vert. Après ça, je mets 200 grammes de thé noir. Voilà. Fait que pour le sucre, on ne change pas la quantité. On est encore à 75 grammes par litre. Fait que j'ai besoin de 22,5 kg pour la cuve qui est là. Puis dans ça, il y a 25 kg. Ce que je fais, je mets notre réserve pour des petites brasses ou des choses comme ça pour nos tests ici. Et puis je vais y mettre 2,5 kg dedans. Fait que je vais remettre ça dans la cuve. J'ai joué entre les trois, je vais prendre celle-là, ça va être moins compliqué. Moins loin. On les ferme dans le temps qu'on n'est pas là, comme ça il n'y a pas de poussière qui tombe dedans. Ils sont aseptisés, lavés pour l'année, tout ça, fait que... Fait qu'on a de l'eau, du thé et du sucre. Notre culture, elle est là. Puis là, ben... En tout cas, là, ça paraît pas. Moi, j'ai pas froid parce que j'arrive de courir. En fait, je suis venu au local en courant. Fait que je me rafraîchis tranquillement. Mais c'est pour ça qu'il faut l'isoler, là. Ici, on se les gèle. Il fait comme 12 degrés. Fait que pour être certain que la culture reste à 26 degrés pendant notre absence et pendant la période froide de l'hiver, pendant qu'on chauffe pas. Tu sais, le chauffage est éteint, là. Off. Ben... On l'a beaucoup isolé. Gros épaisseurs de néoprène. En plus d'un tapis de yoga là, de camping. C'est chauffé avec un tapis de semis en dessous. Je sais pas, je vais pas tout expliquer, mais en gros, ça ressemble à ça. Tapis de semis, format très large. Semis pour les semis, là, le jardinage. Là. Comme c'est ici, je vais l'accompagner. Je sais pas si vous pouvez voir.
Ça. Et puis tout ça est sur un contrôleur. Là, il est à 26, mais on pourrait la baisser puis la monter. Nous autres, on a mis ça à 26. Et ça, je vais pas tout l'expliquer. J'ai fait en masse de vidéos là-dessus. Si la température est quelque chose que vous voudrez connaître, pour quelle raison c'est 26, fouillez température kombucha dans la chaîne, vous allez trouver. Aujourd'hui, on se concentre à essayer de faire une vidéo pas trop longue sur le concept de kombucha moins sucré. Il y a un trou ici, ça c'est pour la valve, ça c'est pour le contrôleur. On descend ça ici. Comme ça, on passe ça dedans. Ça, et on met une deuxième couche. Ça ici, je vais vous montrer tantôt à quoi ça sert. Là. Ah là, j'ai pas branché le contrôleur. Normalement, j'ai un fil qui dépasse, mais lui, c'est l'exception. C'est le seul qui est mal fait, là, comme ici d'habitude. J'ai ma prise électrique qui dépasse juste ici. Comme ça. Mais lui, je l'ai pas. À peu près cette hauteur-là, fait que je suis obligé de tout gosser ça. Ah. Pour ceux qui connaissent les SCOBY, en voici un très gros. Point. Immense. Avec des bulles. Bon. Fait que ça. Mauvaise nouvelle pour ceux qui pensent qu'on en a besoin, nous on le met au compost. Hashtag je jette mon SCOBY. Je vais aller me laver les mains comme il faut. Là. Puis ça, ben, c'est tout un enfer parce que ça pèse vraiment une tonne. Puis ce que tu veux pas, c'est l'échapper. Là. Aïe aïe aïe. Il est comme 2 pouces d'épais. Ah, ça va faire de la merde partout. Ah, tout à l'enfer. Voilà. Un beau SCOBY très épais. Ça, c'est un mois de temps sans rien enlever. Là. Fait que là, je lave tout ça. Là. Dans un film, là, je suis certain que des SCOBY, ça pourrait servir pour faire des morceaux de cerveau. Une petite teinture rose, là, genre kombucha avec un peu de colorant ou juste des framboises. Là. Et puis, ça ferait des beaux petits morceaux de cervelle. Là. Et regardez, c'est parfait. Là. C'est tout mou, puis... Oh boy! C'est la chaudière écrasée! Hey, je m'excuse, je vais juste changer la caméra, c'est n'importe quoi. Bon, ça a plus d'allure. Je savais pas que j'étais en mode super wide angle, fait que dans le sens, ça déforme tout, là. Excusez, c'était un petit peu laid. Fait que là, dans le fond, je fais juste aérer ma culture. La dernière fois qu'on a fait du kombucha date il y a presque un mois et on fait ça minimum une fois par mois. Dans le fond, c'est pas la tâche de le faire, c'est plus on s'assure que la culture soit oxygénée le plus souvent possible. Tout ce que je fais dans le fond, c'est 2-3 chaudières que je vais aérer comme ça puis remettre par-dessus. Ça fait sortir le CO2, ça fait en sorte que la culture peut éliminer ce qu'il y a d'alcool dedans pour baisser le pH encore un petit peu plus. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, avant de terminer cette vidéo-là puis d'expliquer le reste pour la suite, je vais laver des bouteilles. Fait que dans le fond, je vais en profiter pour faire une vidéo sur le sujet parce que je trouve que c'est... Tu sais, quand on dit réutiliser pour l'environnement, pour sauver la planète, ouais, ben moi je pense que je vais sauver mon portefeuille aujourd'hui parce que j'ai tout ça à laver.
Ça fait un tas de dollars de l'heure quand on considère que je fais... J'en ai pour 7 jours. 7 jours à 150$ de l'heure. Mais c'est pas de vrai argent, c'est ce que je vais économiser, fait que, en tout cas. Fait que, normalement, je ferais pas ça comme ça, sauf que là, ça sauve vraiment beaucoup de temps. J'ai commencé à laver des bouteilles pendant ce temps-là. Tout ce que j'ai à faire, c'est infuser, monter ici, dans cette batch d'eau chaude-là. Pour ceux qui veulent voir, hein. T'sais, chacun sa méthode pour infuser, là, mais un robot brou, ça va être tellement bien. Là. C'est comme ça. Je passe un petit peu. T'sais, je m'assure que tout le thé est comme mouillé comme il faut. Là. Ce que j'aime bien faire, c'est laisser comme ça une trentaine de secondes, le temps qu'il gonfle. Après ça, je le rebrasse une dernière fois. Après ça, je fais recirculer l'eau, puis je réinfuse comme ça 10 minutes. Fait que ça fait recirculer l'eau dedans, ça part du fond, ça va en haut. Fait que je vais faire ça. Fait que je fais recirculer pendant 10 minutes, puis après ça, je vide dans une chaudière, je mets ça par-dessus ça ici, puis là, ici, j'ai de l'eau froide qui va pouvoir sortir par là, que je vais mettre directement en même temps. Jusqu'à temps que j'ai infusé ça. Après ça, je prends tout le thé, je le mets dans celui-là. Pendant le temps que ça va infuser, 10 minutes de temps, ben, je vais prendre cette eau-là, je vais remplir lui, puis quand ça c'est infusé, je vide la chaudière, je mets ça dans ça, après ça, je prends le thé, je le prends, je le réinfuse une troisième fois dans ça ici, encore à 80°C, 10 minutes, je vide, je remplis ça là-dedans. Puis quand je vais avoir à peu près jusqu'à ici de thé sucré, parce que c'est 3 infusions plus tout ça d'eau, ben là, je vais prendre ma culture, je vais venir topper ça ici, vérifier le pH, puis c'est là que la magie se passe. Quand on ajoute la culture, c'est là qu'on fait du kombucha. On met pas du SCOBY de notre côté, c'est ceux qui suivent la chaîne le savent. Puis là, la quantité de culture, avec le pH de la culture, va faire en sorte qu'on va pouvoir faire un kombucha moins sucré, avec le petit truc que je garde pour la fin. J'arrête le timelapse 2 secondes, c'est juste que là je remplis d'eau froide. En fait, je vais juste rincer le thé de ces 3 infusions. Il y a beaucoup de chaleur dans ça. Donc en passant de l'eau froide et en ouvrant la valve en bas, là, j'attends que ça se remplisse. Là. Vous pouvez voir, il y a une petite grille ici qui est par-dessus le thé. Là. Tant que l'eau va être par-dessus cette grille-là, ben, je vais commencer à ouvrir la valve et puis je vais rajouter de l'eau comme ça, tout en vidant ça ici. Jusqu'à temps que ça m'indique une température ici à 21°. En tout cas, autour de 20. Fait que là, c'est présentement autour de 72. Fait que, ben, comme là, on peut voir qu'il commence à avoir assez d'eau. Fait que j'ouvre la valve. Puis là, à mesure que l'eau froide descend dans la cuve, qui refroidit le thé, ben moi, je la sors et j'en rajoute ici. Puis normalement, je devrais avoir à peu près jusqu'ici. Tant que ça va être terminé. En même temps, je fais couler de l'eau ici, là. Parce que ça, c'est pas assez. Je suis en train de me préparer une culture. Je vide à peu près une dizaine de litres. Normalement, j'arrête d'ouvrir là. Puis là, je vais essayer d'arrêter à peu près ici. Même moins. Je vais en mettre juste à la première ligne. Là. Un petit fond. Puis je vais tester le pH. Puis après ça, je vous explique un peu le concept vraiment en détail de comment on réussit peut-être à faire du kombucha moins sucré. En fait, la théorie dit que ça marche. Et je verrai pas pourquoi ça marcherait pas. Bon, j'en ai vraiment pas beaucoup. On va attendre une minute, là, après ça je vais parler. Fait que j'ai vraiment pas beaucoup de culture de kombucha pour 300 litres. Vous allez dire, est-ce que c'est dangereux? Il y a un risque. Normalement, on vise 4, là, pour ceux qui savent pas. On est correct. Fait que là, je vise un pH, je dirais de 4.2, 4.3.
Je vise pas 4.5, des fois que mon pH mètre soit pas juste. Et on fermente quand même à 26 degrés Celsius, ce qui est vraiment très bon pour les bactéries, pour augmenter pour multiplier les bactéries. Fait que ça devrait pas être un problème. On fait le test, là, c'est ça l'idée. On s'entend que là, j'ai mis la culture derrière là. Ça ici, il n'y a pas de pH de 4.2. Ici, il y a un pH de genre 6.57. Je sais pas en fait. On va le mesurer. Là. Fait que c'est dans le fond, moi, je vais recirculer. Je vais faire comme 3-4 chaudières comme ça que je vais remettre par-dessus juste pour mélanger le dessus sur le dessous. Puis en attendant, je vais prendre la mesure du thé sucré. Là, elle a dit 6.57. Fait que. Ah, ok. Ouais. Autour de 6.7. 6.6, ouais. Bon, 6.5, ça descend. Ça s'est arrêté à 6.4. Fait que le thé sucré a un pH de 6.4. Si la culture de kombucha s'est pas rendue, en tout cas, peut-être qu'il y en a eu un petit peu. Mais normalement, c'est moins acide que ça. C'est juste que, souvenez-vous, au début, la petite boîte de thé, là, ce thé-là est très acide, fait que ça baisse beaucoup le pH. Fait qu'il me reste à recirculer ça 4 fois à peu près. Là. Je remplis la chaudière, je mets ça dessus, je remplis la chaudière, etc. La théorie, là j'ai présenté un pH de 4.2. Fait que ce que ça va faire, en fait, c'est que si je partais avec un pH de 4.0, pour arriver à un pH de, normalement, on s'arrête à 3.1 ou 3.1. Les bactéries, les levures vont consommer du sucre. Et puis, à mesure que le sucre va être consommé, ça va être transformé en alcool. Les bactéries vont utiliser l'alcool et vont le transformer en acide, ce qui va faire baisser le pH. On s'entend que si on part avec un pH plus élevé, de 4.2 comme ici, il y a potentiel pour faire ça simple, partir de 4.2 à 4.0, il y a déjà une fermentation, il y a déjà du sucre consommé, puis pourtant, d'habitude, on part à 4.0. Fait que, en partant à 4.2, on lui donne la chance de consommer plus de sucre avant de commencer en tout cas, pour continuer le processus jusqu'à 3.1. Au final, le pH va être le même à la fin. La quantité de sucre initiale est la même. Donc, il y a autant de saveurs. C'est juste que le kombucha risque d'être un petit peu plus sec et acide. Vu qu'il va être... Mais il sera pas plus acide, mais il risque d'être plus sec. Donc, ça va être notre job à nous autres de s'assurer d'y donner bien de l'amour pour que les ingrédients comme la framboise, etc. puissent compenser. Pourquoi on fait ça? Moins de sucre, c'est toujours mieux. Généralement parlant. On s'entend que le kombucha, c'est déjà 5 fois moins sucré qu'une liqueur. Ou qu'un jus d'orange, là, genre. De un, il y a des personnes qui aiment pas le kombucha. Puis eux autres, c'est pas notre clientèle. Puis eux autres aiment pas ça à cause de l'acidité, etc. On cherche pas à aller chercher cette clientèle-là en sucrant le kombucha à fond. Puis qu'ils finissent par dire « Ah, c'est bon ». On s'en fout complètement, c'est pas notre clientèle. De toute façon, du kombucha, ça peut pas être si sucré que ça devient dangereux, ça peut refermenter, ça peut exploser, c'est difficile à gérer. Notre clientèle, on n'entend jamais votre kombucha est pas assez sucré. Soit le monde le pense et puis ils le disent pas, mais on entend l'inverse. Pas tout le temps, mais il y en a qui vont dire ça, genre, ah, telle sorte de kombucha est trop sucré, telle sorte de kombucha est trop sucré. Ou genre, votre kombucha est super bon, je le dilue avec de l'eau pétillante parce que je trouve que c'est trop sucré. Fait que, en faisant ça, on se trouve à avoir un kombucha un peu moins sucré. Le tableau des valeurs va rester le même parce qu'on est juste à la limite, fait qu'on n'a pas besoin de changer nos étiquettes. Puis, théoriquement, les clients pourraient juste être plus contents de notre produit. La seule chose à faire attention, c'est moins de sucre, moins de saveur, dans le sens que des fraises, c'est bon, mais si tu enlèves 100% des sucres, ça goûte pas nécessairement la fraise. Tu rajoutes du sucre dedans, ça goûte la bonne fraise sucrée. Pour ce qui est du fruit, en tout cas, la quantité de sucre va influencer la quantité de saveur. Tandis que l'infusion de thé vert, ça n'a pas besoin d'être si sucré que ça. Là. Plus c'est sucré, plus ça va sortir des arômes de citron fruité, justement. Mais quand c'est moins sucré, c'est plus frais, c'est plus été, c'est plus pétillant, c'est plus rafraîchissant. Puis, ça change rien au final, c'est juste meilleur pour la santé. Puis, ça reste du kombucha, plus fermenté, plus stable en bouteille, plus de durée de reposage. Nous autres, on regarde 6 mois.
Avant, on mettait une date de 6 mois. Maintenant, on la laisse vitam aeternam. Pour la raison que notre kombucha est rendu stable. Il y a des exceptions. Puis c'est souvent des kombucha fruités ou des kombucha qui ont des levures sauvages, comme mettons le chaga dans le bois, c'est quand même risqué. Framboise hibiscus, les framboises ont des levures. Après ça, tout ce qui est cassis, bleuet, petits fruits, tout ça, faites attention avec ça. Mais tu sais, les autres, c'est pas si pire. Puis même quand ça refermente, la quantité de sucre est tellement minime, ce qui reste, que ça a beau refermenter à 100% ou presque. Puis ben, ça va peut-être brouter, mais la bouteille ne pourra pas exploser. Fait que, ça, c'est notre situation, là, à moins qu'on les gazifie trop en bouteille. Fait que, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si c'est le genre de choses qui vous intéressent, la chaîne en sert à ça. Sinon, il y a plein de réponses qu'on a à travers les anciennes vidéos. Faites le tour, kombucha commercial, parce que c'est commercial, mais ça s'applique aussi à vous. Là. Si vous avez un pH neutre, vous pouvez faire la même chose chez vous. On fait moins de vidéos dernièrement parce que le sujet, on a fait le tour pas mal, mais des choses comme ça, on va en publier. Puis quand nous autres, on trouve des tests intéressants, bien, ça peut l'être pour vous aussi. Fait que si vous voulez vous inscrire à la chaîne, libre à vous. Sinon, ben, si vous avez aimé l'information, vous pouvez liker la vidéo. Ça va dire à YouTube que vous avez liké la vidéo, donc vous allez avoir plus de notre contenu. Mais si vous êtes du style à aimer, mettons, je sais pas, le yoga, l'activité physique, blablabla, ben YouTube va regarder ce que vous aimez, parce que c'est comme ça que ça marche. Puis une autre personne, pas rapport avec vous autres, dans un autre pays, peu importe, qui a liké les mêmes vidéos que vous, ben YouTube risque d'y proposer notre vidéo. Fait que c'est pour ça que c'est important de liker les vidéos. Si vous les partagez, si vous les commentez, si vous montrez de l'intérêt, ben ça va faire en sorte que YouTube va les envoyer à d'autres personnes similaires à vous, qui ont des profils similaires, pour partager l'information. Fait qu'en tout cas, si vous voulez aider, là, c'est une bonne chose à faire. Puis ça s'applique à toutes les vidéos que vous écoutez. Là. Si vous trouvez que le contenu de la personne est intéressant, ben, mettez un pouce. Ici, on a des couvre-matelas. C'est tellement grand que c'est tellement facile à placer parce que quand c'est plus petit, il faut mettre un élastique tout autour puis ça a tendance à tomber dans le fermenteur, tandis que là, le poids de ce qui pend tient. J'ai posé un autre main ou de mes dents là, pour le tenir. Je fais ça comme ça, puis je le laisse tomber de l'autre côté, en faisant attention quand même. Et tantôt, je disais que j'allais vous montrer à quoi ça sert le cerceau. Ben, ça va me servir de l'élastique. C'est couper et retaper juste à la bonne dimension pour pouvoir fermer le fermenteur. Comme là, tu vois, ça tient, mais le fermenteur est fait que ça fait juste assez. Voilà. Puis ça, ben, ça empêche les mouches à fruits de passer, les cochonneries de tomber. Puis ça fait en sorte qu'il peut continuer à respirer. Puis par respirer, on parle d'évacuer le CO2 et avoir accès à de l'oxygène pour que les bactéries puissent faire leur job. Si vous mettez un couvercle comme ça ici, le CO2 va rester, il va sortir par les cracks, mais l'oxygène n'entrera pas, puis ça va faire comme du alcoolisé. Fait que c'est pas mal ça, mais si vous voulez plus de trucs sur comment faire le kombucha, j'ai 3 vidéos sur le kombucha commercial, puis ça, c'est pas mal ce que j'ai fait aujourd'hui. La seule chose, c'est le petit truc pour accélérer le processus avec le pH à la fin pour faire moins de sucre. Fait que je pense que c'est tout. Sur ça, ben, bonne journée, soirée, nuit, peu importe au moment où vous l'écoutez, et puis on se dit à la prochaine fois. Salut!